Et alors, en même temps, pour évoquer, alors on va tout de suite vous entendre, mais on pourrait évoquer après le fait qu'il existe aussi d'autres types de poésie, plusieurs types de poésie. J'aimerais entendre Olivier Comte nous présenter tout à l'heure aussi sa pratique, justement, c'est-à-dire en quoi la canne creuse, le roseau, la sarbacane poétique dont il est l'un des praticiens, est précisément nécessairement une relation. Il y avait un spécialiste de la poésie orale qui s'appelait Paul Scultor qui parlait de relation orale-orale, c'est-à-dire de la bouche à l'oreille, de bouche à oreille. Il disait que c'était la transmission du blues, c'était nécessairement oral-oral. Et ça ne pouvait pas être autrement. Et peut-être on demandera à François Massu pour d'autres pratiques poétiques, qu'il existe aussi des pratiques poétiques qui n'existent que dans le moment de leur interprétation et de leur réalisation publique. Alors, peut-être écoutez d'abord Sylvie Zepkin pour... Je voudrais dire aussi que demain, les souffleurs nous accueilleront le public. Non, mais il y a Althusser qui disait, dans la philosophie, il faut d'abord livrer une guerre pour se faire une place dans les tranchées, à partir d'où tirer. C'est quand l'espace public, on parle de l'espace et du public, quand c'est occupé, quand il n'y a pas d'espace justement pour la parole poétique, pour le livre, vous parliez qu'il y avait 3%, la poésie représentait 3% du livre sur le marché. Et la parole publique est exclue quelque part de l'espace, donc par ses lectures, par ses prises de position et de parole, c'était une tentative de regagner de l'espace, de se faire entendre. C'est vrai qu'il y a une parole, enfin, pour moi la poésie, c'est lutter contre la parole unique, c'est multiplier la parole. Alors que le pouvoir, une certaine manière d'exercer la parole, a tendance à s'accaparer de tout l'espace public. Et quand nous, et vous, et partout, quand on essaie d'écrire, je dis, il faut essayer d'allumer des contre-feux. Nous ne sommes pas obligés, justement, d'aller nous chauffer au feu de Musso ou au feu, je ne sais pas, de qui d'autre, parmi les romans, mais essayer à ce que la parole que nous, on essaye d'émettre puisse aussi parvenir à quelques oreilles, parce que c'est aussi essentiel, sinon plus que l'autre parole. Donc comment, cette pratique comme ça d'organiser, d'essayer de donner la parole, de faire entendre la parole poétique, c'est de multiplier les espaces, de multiplier les feux pour que la parole et l'être puissent s'exprimer dans toute sa richesse et dans toute sa diversité, et qu'on puisse peut-être aller à quelque chose, je ne sais pas, l'essentiel bien sûr c'est trop dire, mais que la parole ne soit pas imposée, ne soit pas imposée par un seul lieu. Puisqu'il est question de feu, il y a la question de souffleur, justement. C'est aussi, le feu et le souffleur ont partie liée. Il faut un souffleur pour souffler sur une braise. En tout cas, nos tubes, on les appelle des rossignols. Parce qu'il y a une phrase de Cioran qui dit que dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à roter. Et c'est dans syllogisme. Ce qui est important, moi je dis souvent que l'humanité, l'humanité se reproduit de bouche à oreille. Or, c'est la condition de notre immortalité, ça. La culture, la durée dans la culture. Nous nous reproduisons de bouche à oreille. Ce n'est pas simplement l'instinct qui fait l'homme. Et donc, il suffit à ce moment-là de chercher les portes. Et nous, les souffleurs, nous sommes véritablement des soldats de la poésie. C'est-à-dire qu'on estime, nous, que c'est une parole qui manque dans le monde contemporain. Elle manque. Et donc, nous décidons en tant qu'artistes, et on ne gagne pas spécialement notre vie avec le commando poétique, nous décidons de remplir quelque chose là où ça manque, d'injecter du génie de la parole humaine
là où on va. La bouche, l'oreille, une sorte de désincarnation, d'une certaine manière, du texte aussi, parce que quand un poète lit, quand un comédien prend en charge un texte, il est, comment dire, je ne vais pas dire embarrassé ou encombré, je suis acteur, moi, je gagne ma vie en sur les planches de théâtre, donc, mais le texte est, comment dire, supporté par les organes de celui qui parle. Le fait que d'un seul coup, on désincarne, on désorganise le corps, et que la parole devienne libre, c'est-à-dire libérée, ne serait-ce que par le rossignol, c'est-à-dire que le souffleur qui souffle n'est pas un interprète de la poésie, heureusement. Souffler n'est pas jouer, c'est pas possible. Nous sommes simplement dans une transmission qui, en plus, travaille à la périphérie du champ visuel. Quand vous avez un gros tube qui vous se pose sur l'oreille, vous ne pouvez pas regarder celui qui vous regarde, qui vous parle. On est là, on est comme ça. Donc on se retrouve avec son propre regard sur le monde et un texte qui tombe dans le sac d'organes, mais ce texte-là qui tombe dans le sac d'organes, il est débarrassé des organes de celui qui dit. C'est la condition, à mon avis, pour nous, de rejoindre ce que vous disiez, André, sur le fait que, d'une certaine manière, la solitude revient. Et elle revient d'une manière fondamentale, c'est-à-dire que celui qui entend d'une manière intempestive un texte qui lui parle de lui-même, parce que la poésie parle de nous-mêmes, alors à ce moment-là, on se retrouve dans l'immense solitude du texte, et voilà. Poésie is not dead invite parfois des poètes vivants à faire de la poésie dans le cadre de votre collectif. Vous arrivez à travailler avec la poésie aussi de création. Je cite des noms peut-être comme Jean-François Pauvros ou Penquin ou d'autres, pour qui précisément la réalisation, la performance, puisque ce nom apparaît souvent, fait partie des conditions de transmission et même parfois de création de l'œuvre. Effectivement, on essaye, comme vous l'avez mentionné en préambule, de délivrer le poème de ces institutions. J'aime organiser des lectures dans différents lieux, que ce soit des lieux institutionnels, musées, bibliothèques, mais également dans la rue. Donc à ce titre-là, on essaie avec notre collectif vraiment de diffuser au plus grand nombre, même si, comme vous l'avez mentionné, c'est la qualité qui prime avant tout. Donc dernièrement, avec Jean-François Pauvros et Charles Penquin, notamment je remercie Vincent Génoux-Ponce avec le marché de la poésie, nous avoir permis de créer la sortie mondiale de la Rimbaud Mobile. Donc cette Rimbaud Mobile, je viens des Ardennes, de Charleville, donc on a trouvé la vieille Ami 8 de la famille Rimbaud, bien sûr, tout le monde sait, Rimbaud volait la voiture de la Moseur pour partir avec Vitaly dans les balles. Donc on a retrouvé cette vieille Ami 8 sous une grange à Roche, et donc on l'a transformée en voiture de cirque. Et donc en juin dernier, dans le cadre du marché de la poésie, on a diffusé la poésie dans différents lieux de Paris, place Colette, place Edgar Quinet et place Stalingrad, avec cette voiture qui tournait dans Paris, donc qui diffusait, je vois encore cette image, remonter la rue de Rennes avec ce mégaphone, maman je n'ai pas le droit d'utiliser parce que c'est utilisé uniquement pour les pompiers, qui diffuse à 3 km. Donc on était début place Montparnasse, ça remontait jusqu'à Saint-Germain-des-Prés et tout le monde sortait des magasins, on se demandait mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc ça c'est une façon de provoquer un peu les gens. Et quand on a fait cette lecture performance place Stalingrad, je vois très bien Charles Penquin qui accueille à la fin ce public qui passait, qui allait notamment au cinéma LK2, qui se demandait mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, c'est fou, en plein milieu de la place Stalingrad. Et il découvrait, ah bon, les poètes ça existe encore, et effectivement il y a un dialogue qui se naît. Donc c'est avant tout une rencontre avec une personne, deux personnes qui après, comme vous l'avez mentionné, iront chercher dans une librairie, malheureusement s'ils trouvent, parce que tous les éditeurs ne sont pas forcément faciles à trouver dans les librairies, donc ça c'est encore un autre problème, à part effectivement, et de diffusion des poètes via des petites maisons d'édition.
Mais également, on essaie de diffuser, là dernièrement on a lancé des chaises poèmes, on essaie de faire à Paris, donc une installation de sculpture avec des chaises sur lesquelles sont gravés au laser des poèmes, un poète de Rimbaud, un poème d'un poète contemporain. Et donc encore là, c'est une façon de rencontrer un public, le kidam de la rue, qui peut s'asseoir seul sur cette chaise. Donc s'asseoir sur la poésie, c'est un beau regard, hein, mettre son cul sur le poème, surtout par rapport aux assis, voilà. Mais voilà, donc c'est différentes actions qu'on essaye de mener, à la fois en diffusion large et revenir seul à la lecture avec le livre. Alors pour que tout à l'heure il était question de la Kampfplatz, du lieu de bataille auquel Tusser avait emprunté d'ailleurs à Kant de façon étonnante. C'est à Kant qu'il avait emprunté cette image belliqueuse. Une des formules préférées de Henri Meschenich que nous évoquions tout à l'heure, c'était la fameuse formule de Mandelstam. Dans la poésie, c'est toujours la guerre. On va peut-être vous laisser tirer maintenant quelques salves et donner la parole à ce fameux public dont il était question dès le début pour dialoguer précisément derrière l'écran lumineux qui est peut-être une des choses les plus difficiles à traverser. Ouais, peut-être qu'on peut soit... Voilà. Oui, il existe. Il est là. Tiens, je vais... Est-ce que quelqu'un veut le micro? Merci. Je reprends le flyer, enfin le prospectus en français. Un jeu de société. Vous avez répondu d'une certaine façon par le biais des questions de Pierre Vilar. En même temps, on a l'impression que la société elle-même refuse de lâcher la poésie et que des tas d'artistes qui sont autour de la poésie continuent de s'y accrocher. Très récemment, pas loin, là, dans le Jardin des Halles, il y avait un festival éphémère, dans lequel il y avait des musiciens, des poètes, des sculpteurs, des photographes, etc. La seule contrainte était qu'il y ait un rapport avec le public. Donc ça va très bien avec une partie des questions que vous avez posées. Et là, le public, il n'était pas venu pour ça. Pas du tout. Il est là parce que c'est le week-end, parce qu'il fait beau, et les enfants, ils vont jouer. Ils n'ont pas forcément lu ou entendu de la poésie, mais tout d'un coup, ils s'arrêtent parce que quelqu'un qui fait des choses bizarres, qui est habillé avec des feuilles, et ça les attire. Et tout d'un coup, cette personne se met à lire ou à dire, il se trouve que c'est de la poésie, ça pourrait être autre chose. Et ça fonctionne magnifiquement comme ça. Ça, c'est fait par une association qui s'appelle Enokia, et j'ai appris que c'était la deuxième fois qu'ils faisaient ce festival. Ils vont recommencer sans doute. Au début du mois, on a participé à quelque chose du même ordre. C'est un festival de rue de la Butte aux Cailles. Et là, pareil, 6 poètes, 6 sculpteurs, des clowns, des comédiens. C'était dans la rue, un temps qui va. On était Square Verlaine en plus, ça ne s'invente pas. Alors, entre le Square Verlaine et la place de la Commune, donc l'ambiance était posée. Donc manifestement, le lien est incassable. Enfin, on aura beau empêcher, ou en tout cas, disons autrement, ceux qui voudraient travailler à la diffusion de la poésie auront beau sentir des bâtons dans leurs roues, ça n'empêchera jamais rien. Et en disant ça, je pense à l'évolution de certaines institutions. Une institution, c'est quelque chose qui est institué pour faire quelque chose. Et dans l'espace public, chacune a une mission. Je pense à la Maison de la Poésie de Paris, qui fait des tas de choses à partir de la poésie, mais dont à peu près chaque année, quand je regarde la programmation ou à la présentation de la saison, fait aussi beaucoup du théâtre ou de la musique, etc. Et en dehors des lieux ou des moments
accordés à des revues comme celle de Michel Duguy ou d'autres, qui sont des moments formidables de débat, de découverte, et tout ça en plus est totalement gratuit, donc c'est Byzance. Malgré ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'un lieu comme ça pourrait, mais c'est pas à vous que je devrais le dire, c'est à eux, pourrait être un lieu ouvert, alors pas forcément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ouvert à ce que font par exemple des gens comme Seamus Dactekin. Je me permets d'en parler parce qu'il a la modestie de ne pas en parler lui-même, mais quand même il faut savoir que je crois que c'est tous les mois, enfin il le dira mieux que moi s'il le veut, il invite 3 poètes, plutôt des gens sérieux, enfin quel que soit le sens qu'on veut mettre sur le mot sérieux, alors soit qui ont publié, soit qui ont fait des tas de choses dans leur vie, et en tout cas il y a là des moments, moi j'ai assisté 2-3 fois et à chaque fois je suis ressorti ravi, on mange un morceau après, enfin c'est à la fois humain, chaleureux et d'une vraie élévation intellectuelle, c'est pas le mot, enfin poétique. Voilà, merci. Je vais me permettre de rebondir justement sur ce que vous disiez par rapport à un certain nombre de lieux, dont notamment la Maison de la Poésie. Alors, il est vrai qu'on fête les 30 ans des Paris poétiques, qu'on a peut-être vécu aussi dans la manière d'animer la poésie, peut-être les 30 glorieuses, parce que les périodes vont devenir un petit peu plus compliquées. D'ailleurs, aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à noyer le poisson, à faire de la poésie une forme de littérature comme une autre, enfin une forme des littératures. Dans les commissions du CNL, par exemple. Commission CNL et la Maison de la Poésie de Paris également, puisqu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place où la poésie va complètement disparaître, enfin va pas disparaître, mais va être noyée dans les littératures. C'est aussi une nouvelle ère du temps. La poésie n'existe plus en tant que telle parce qu'elle est partout, mais elle fait partie des littératures dans son ensemble. Alors, pour répondre à ça, justement, avec la Maison des écrivains et de la littérature, on organise une petite journée de réflexion le 8 décembre au Petit Palais pour essayer de, justement, redéfinir un petit peu les valeurs poétiques de la poésie. Une autre phrase qu'Henri Béchenet aimait beaucoup, c'était celle de Paul Valéry. Certains se font de la poésie une idée si vague qu'ils prennent ce vague même pour l'idée de poésie. Effectivement, une vacherie, mais de Valéry. On va tout à l'heure avoir le plaisir et le bonheur d'assister, parce que c'est toujours quelque chose d'émouvant, à 18h45 à la lecture performance de Serge Pey et Chiara Moulas ici même. Serge Pey fait partie de ceux qui font vivre la poésie à la fois dans les institutions, aux marges des institutions, et d'un côté et de l'autre des Atlantiques et des océans, dans des endroits différents, et de la faire vivre comme rituel, c'est-à-dire comme pratique collective, et comme pratique faite par un et par tous, parce que sinon il n'y arrive pas. Et pour entendre un peu ceux qui ici écrivent de la poésie, on va commencer maintenant par une lecture. Marc Delouze, Claude Bert, Seamus Dactekin, Marie-Étienne, André Velter et Julien Marclan procédera, je crois, à la récupération du poème collectif. À 18h30 d'ailleurs, ce poème sera lu précisément. Alors on va peut-être commencer dans l'ordre. Marc Delouze d'abord, Claude Bert ensuite, Seamus Dactekin ensuite, Marie-Étienne, André Velter. Je vous laisse. La poésie se lit debout. Ce poème que je dédie aux poètes, aux 30 poètes qui vont participer, qui vont participer à ces 30 ans d'Éparvis, mais au-delà d'eux, bien sûr, aux 400 poètes avec qui nous avons travaillé depuis 30 ans. Et puis tous ceux avec qui nous n'avons pas encore travaillé, mais on ne saurait tarder. Le titre, c'est « L'aimant du vide attire le silence des formes ». C'est autour, tout autour, dans le hors-page du dessin, que la forme s'incarne. Ainsi, toute image est un organe arraché au corps du monde qui nous étouffe, comme un linceul de silence jeté sur ce qui reste de nos corps après que fut passée la chirurgie de l'histoire. C'est autour, tout autour, dans le hors-champ du champ, que le poème réel se déploie.
Ainsi, toute parole est une viande, mâchée, déglutie, digérée, déféquée, dans le ciel parcouru d'astéroïdes échappés à la gravitation de la mémoire. C'est autour, tout autour, hors de l'instant vécu, du moment partagé et du verre vidé que le présent s'invente. Ainsi, tout échange et commencement, et fin de tout. Car ville, ciel, paysage, musée, homme, femme, poète, artiste, public, plus on en voit, moins on en voit. Et le vent du rêve a tourné 7 fois dans ma bouche avant de s'autoriser à donner de la voix. Sur le poème lui-même et sur cette écoute que nous en faisons. C'est un texte qui était dédié à René Char et à mon père, tous les deux donc, compagnons de la résistance et commandants de la résistance. Le poème est toujours de peu au bavardage prétentieux de la parole. Au nom de ce peu, qui est si peu que son nom même l'excède, posera juste un instant le poème en paysanne, tel des saisonniers gagnent de quoi survivre le temps d'une vendange, menant troupe de mots meuglant comme vaches à l'étable, ressemblant à ces cutéreux dont je suis issu, et dépiotant la volaille dans un envol ébouriffé de plumes et de caquettements. Car il y a place pour tout dans la poétique pense, qui tout engloutit, tant l'ample que le chétif, le murmure que le brame, le mot minime en bout de langue que la logorée du potlatch. Il y a des choses que non, disait la mère du père dans son parler de montagnarde, désignant ainsi l'ordinaire des atrocités humaines, barbares et polissées, en allant au poulailler d'un même geste, distribuer le grain et les balles cachées sous la paille des œufs. Il arrive inépuisablement des choses que non, et que, pareil au disque d'argile ou au pain d'olive partagé entre les hôtes, tendent parfois le poème sa moitié de parole, dont l'autre possède l'égale part, rappelant que jamais, sauf à tuer, aucune parole n'épuise la parole, avec cette incomplétude, ce suffisamment de manque ou d'excès, d'écart à l'équilibre des antiques particules pour que quelque chose naisse. Parfois seulement, car le poème va aussi au tout venant, il y a de l'inquiet dans le poème, du non-quiet, qui enfin s'inquiète de ce qui se dit, de l'indéfini, qui cesse enfin de clore le monde au bruit d'une bouche, et puis de l'altérité non réduite, de l'autre non assigné à soi. Alors, tandis que vacillent les lettres à la lueur de la vieille lampe torche qui, au bout du mental blanc à la tête de Tigène, a éclairé des nuits de sentinelles, d'assauts meurtriers, de visages de prisonniers, comme de rescapés, de héros et de traîtres, dans ce pays qui blasonne à ses gorges, ses cols et ses bouches, la voix, le chant et les mots, mais aussi la corde au cou des suppliciés et la balle dans la nuque, un icône à l'insignifiante et précieuse parole humaine qui s'égrène dans l'oubli, le poème. Comme un coin dans le gras de la parole, obstinément poème, pillé à 1000 moineaux jetés par poignées dans les halliers, pelletant les mots pour déterrer l'arête de sèche sous la croûte de sel, comme sous les chines frémissantes des luzernes, une question dans la profusion de la parole, ou pris à la gueule du loup, un éveil dans l'indigence de la parole. Merci à Claude et merci à l'ami qui a mentionné les soirées poètes en résonance, n'est-ce pas? Il est parti, merci. Effectivement, nous allons commencer
donc la 6e saison des soirées le 26 octobre. Et j'espère que nous aurons l'énergie et les moyens de pouvoir continuer. Des moyens. Personne ne me répond, tu le sais. Je ne pousse dans la tête de personne, tu le sais aussi. Je ne peux même pas être fraîcheur dans le feu qui brûle chacun, tu le sais. Ce que je dis de ma colline me déformera un peu sur ta colline, tu le sais aussi. Ce que je lance de ma colline t'enfermera dans ta colline, je le sais. Nos cris montent à mesure que nous nous ignorons, nous le savons aussi. Le savoir ne nous est d'aucun secours, nous le savons, sans qu'on ne comprenne sur quel fil mener le reste de notre parole. Je regarde avec mes yeux qui ne voient rien de ce qui me fait face et ne me voit pas. Je regarde ce qui me perd dans les bruits. Je creuse l'œil pour le remplir de ce qui manque à ma vue, pour devenir tronc, devenir pierre, et que la mouche me contourne de la même manière qu'elle contourne le tronc et la pierre. Qu'elle se pose sur moi de la même manière, pour que tu puisses vivre dans l'intimité de la mouche, un peu parole, un peu soif, dans l'éloge des courbes et de l'eau qui les égrène. Je sais que la fourmi est de la même couleur que la terre que j'avale, même si j'ai pu me remplir la panse de fraises sauvages, de pousses de sapin, renifler quelques restes, apercevoir les cimes de quelques arbres, à l'écart des fanions et des yeux. Mais la mouche sait que l'araignée la guette, que ses pattes sont prises, elle sait que ses ailes peuvent l'enfermer, ils savent que leur course peut s'achever dans ma bouche. Chacun s'abat alors sur moi avec ses armes, chacun veut m'éloigner de mes armes pour que ma vie puisse prolonger la leur. Ça, c'est rien. Ça, c'est une cerise sur la tête de ce vaurien. Ça, je ne le dirai pas, je ne le toucherai pas. Avant, je sortais d'une mine. Et la mine était contente. Je pouvais me faire très pointu et ce que j'écrivais sur une gomme, je pouvais l'effacer d'une autre. Je pouvais disposer les mots en forme d'escalier pour toucher la neige qui était sur ta tête. Je n'avais besoin de le dire à personne, même pas au W qui mettait un point d'honneur à ne pas se laisser écrire. Mais je lui trouvais tant de formes que ça lui donnait le tournis. J'oubliais exprès le point du i pour m'y percher et guetter ce qui passait aux alentours, quitte à ne rien apprendre de ce que tu sauras après. Mais peu importe. Je continuerai pour que chaque mot puisse se voir dans le miroir qui est de l'autre côté, même si je ne suis jamais sûr que le miroir ne devienne piège et ne nous enferme de chaque côté. Merci. Je vais vous lire un poème qui est le seul de ce livre. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai écrit sur le cinéma, sur mon rapport au cinéma ou le rapport de mon écriture avec le cinéma. Et donc ce poème est inspiré par un film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle, je crois que son nom est Ernesto, et c'était un film de Marguerite Duras. Et dans ce film, il y a un personnage qui a 7 ans mais qui mesure 1,80 m et qui a un air d'adulte. C'est un personnage magnifique. Donc il s'appelle Ernesto et mon texte, mon poème s'appelle La peine d'Ernesto. Tu voulais me parler, dit la mère, qui épluche les patates, à son fils Ernesto, debout derrière son dos. Il avance, il s'assied. Je voulais, oui, mais je vais te faire de la peine. La mère, qui est russe, continue d'éplucher ses patates. Elle en a un gros tas devant elle, maintenant. Je ne veux plus aller à l'école. Pourquoi ? Demande la mère avec calme. Parce que je n'aime pas apprendre ce que je ne sais pas.
tu n'y es allé qu'aujourd'hui. C'est pas la peine, dit Ernesto, qui est le premier de 7 enfants. Sa sœur Jeanne, Aimée, et le tas de brothers and sisters indistincts. Il ne veut plus aller à l'école. Elle donne l'information au mari. Tout de même, il est encore enfant. Le mari doit être mal réveillé ou idiot. Il porte sa chemise de nuit en coton et boutonnée sur le devant avec des pressions. Ennuyeux, dit-il, on nous mettra en prison. Comment as-tu appris à écrire et à lire? Demande le maître d'école à Ernesto. J'ai ouvert un livre et j'ai lu. J'ai ouvert un cahier et j'ai écrit pendant une nuit. J'ai compris la création du monde, l'arche, les animaux, les arbres, leurs feuilles, le vent surtout, et que c'est pas la peine. Comme on a beaucoup parlé de boîte aux lettres, je ne sais pas si vous savez qu'à Collioure, à l'entrée du cimetière, il y a une boîte aux lettres sur la tombe de Machado, qui est là depuis sa fuite d'Espagne en 1939. Il est arrivé et il est mort d'épuisement au bout d'1 mois. Et depuis cette époque, il arrive des lettres adressées à Antonio Machado, cimetière de Collioure. C'était Pedro Soler, mon ami guitariste flamenco, qui m'avait raconté cela, et j'y croyais pas du tout. Et je suis passé plusieurs fois à Collioure, et oui, il y a une boîte aux lettres sur la tombe d'Antonio Machado, et il y a des lettres qui arrivent tous les jours, et il y a des fleurs fraîches tous les jours sur sa tombe. Alors j'ai fait comme les autres, je lui ai écrit une lettre. Antonio, on va laisser la poésie à ceux qui en parlent sans la vivre. Je ne veux pas chercher dans tes vers les résonances les plus évidentes, ni les complicités solaires. On commémore toujours à tort et à travers, ça ne rassure que les dévots. Mais à Collioure, où on t'a mis en terre, alors que tu venais d'arriver, la mort ne fait qu'hésiter. Elle n'emmène pas large à l'entrée du cimetière. Les fleurs de chaque jour sont si fraîches pour toi que c'est le temps qui sèche et se fane. Et puis, tu tiens table ouverte, on dirait, ta pierre de dessus comme la page d'un livre, comme un drap de lichen et de sel marin. Surtout, on peut chuchoter dans ton silence, caresser un avenir auquel on ne croit plus, et t'écrire une lettre. La boîte sur ta tombe est un défi permanent pour des rêves, des révoltes, des aveux, adressés en poste active. Tu tends à chacun un miroir d'exil qui n'impose rien, qui reflète à volonté l'inquiétude ou la pause, le soupçon ou la joie. Singulier face à face en intime solitude, dont tu es le réceptacle, l'éveilleur, le refuge, pas le juge. Voilà pourquoi je te confie dans l'air du soir, un peu avant le crépuscule, ce que nul n'a à savoir. Et que pourtant j'engage loin des parades testamentaires, par effraction sauvage et pure. J'ai mes raisons, tu n'en doutes pas, qui sont déraisonnables, fabuleuses, obscures, et battent à fond mon cœur sonore. Mon cœur qui ne triche pas avec le swing des mots, avec le sens des notes. Je suis près de toi, Antonio, parce que la grâce ici-bas est souvent au plus haut, souvent au plus éperdu. Les dieux, nous le sentons, se noient ou se baignent dans nos veines, c'est nous qui décidons. C'est nous qui tenons les rênes du ciel, nous qui inventons nos blessures, nous qui acceptons d'entrer dans le premier scalp venu. Il a fallu une chute en continu et tant de nuits trouées pour qu'un seul frisson efface le centre, la gravité, pour qu'un seul pas de côté renverse le courant, les perspectives, toutes les lignes de fuite. Un souffle a lavé mes yeux, et ce souffle m'appartient, et il court les univers à la vitesse de la lumière. J'ai repéré ce prodige,
Je l'ai saisi, conquis, accueilli. J'en suis aussi fier que possible. Mais cette sorte de miracle a un nom de sagesse folle, un nom de femme et de dédicace enchantée. Il n'y a là que de l'imprévisible, jeté à la vue de tous, à grandes enjambées, hors champ. Antonio, tu me comprends, je t'escorte dans le songe infini où tu as suivi Léonore. Et tu peux me suivre en esprit quand j'évoque un corps à corps qui a choisi son lit de forge, de rituel, de sacrilège. L'amour se nomme ainsi, comme un cri dans la bouche que l'âme seule reçoit. Amour insolent et solaire, le plus sexuel qui soit et le plus libertaire. Je ne crois pas au grand repos. L'éternité est un grain de sable dans le bec d'un oiseau. Vénérons cet instant, Antonio, qui est sans adieu dans le soir de Collioure. J'y place mes syncopes et ma force, la musique d'une pensée hédoniste et stoïque, un envoûtement qui dure. Merci. Il est parti, l'oiseau. C'est taillé par la porte. Il est parti, le salopio. Si, ample, pas pressé, spatial. Ma parole, pas à pas, il a rivé les météorites. Il est passé à ras la muraille. Si. Plat, le triple saut, la spirale, le triple loupe, et plat, tel que. Il s'est trémoussé, s'est tripatouillé, s'est tâté peu, puis plat. C'est taillé, le sale oiseau. Si. Il est parti, le passereau. Le mille pattes, lui, s'est erré. Il ne reste pas. Il n'est pas téméraire, plutôt terre à terre. Il était atterré. Pas. Wow! Quel pire! Pas mal! Il est parti le plumeau, là, par la porte! Le taulier a pâli, lui aussi. La mulette était à terre, les plumes. Le pape était sorti, le saule pleureur lui-même était alarmé. Le marsupilami arrive. Il s'est marré. Pas marsupial, l'oiseau. Marteau, mais pas maso, l'artiste. Il pépiait, impartial, patriote, allumé, battu, et plat! Il est parti! Il n'était pas spartiate, mais têtu. Sur le mur, là, il est passé. Il se fait pas, à l'aise, plam, flou. Tel les satellites, quoi. Le superstar. Le mille pattes, lui, est resté assommé. Plume, le plume. Il lisait, alors. Il matait, et plat! Il s'était rémiro, sous stopium ou presque. Ah, quelle torture! Il est parti, le passereau. Elle a réussi, la sale oie, à passer sur la muraille. Elle n'est plus là, la petite pipelette, la pipioleuse, la petite pisseuse. La serrure a été trompée. Le passe-muraille qu'elle l'a appelé. Moi aussi, après ma sieste, réaliser la traîtrise. Pas même 3 mots. Quelle petitesse! La sale petite tête rousse à plumes! Il a pissé au lit et il est parti. Et elle est partie sur la mer, la mouette. Portée par les 3 mâts, au soleil. Elle est pas tarée. Pas plus la piole. La mer. La mer. Il est parti, l'oiseau. C'est taillé, le picassier. Ma plumée, plume. Seul là, reste moi seul et mes mots pour le retour. Et le pupitre où atterrit la mélopée, le poème pionneur pour le petit Pierrot. Le poème pour seule mémoire. Seul reste le poème, où se miroitent l'allée, le port, les oreilles, les mirettes, la lampe tempête, le sommeil, l'espoir. Il a promis qu'il passerait le parasite. Il m'appellera peut-être. Il est parti, le poisson. Merci. Je voulais dire un mot. En fait, c'était le premier poème que j'ai écrit au Parvis Poétique, ce poème. Hein, quand la première fois que Marc m'a invité en 2004, je crois. Voilà. Et donc, c'était un petit rappel. Et donc, je voulais juste une précision. Là, il y a la pause, je crois, c'est ça. Hein. Il y a la pause qui arrive. Donc, on va pouvoir. Voilà. Mais par contre, on vous tient à l'œil parce que on a besoin que vous écriviez. Hein. Bon, c'est pour le plaisir. Mais que les petits papiers que vous avez reçus, vous avez le temps, là, vous avez encore 5 minutes, je dis, pour compléter une phrase, 2 phrases, 3 phrases, comme vous voulez. Et
Voilà, on a même des stylos, formidable. On est équipés, donc vous n'avez pas d'excuses. Au moins une phrase qui vous passe par la tête, un souvenir. Voilà, peu importe. Et je vais récolter tous ces papiers durant la pause. Et ensuite, on viendra dire ce poème. Moi, je viendrai dire le poème qu'on aura composé ensemble. Voilà, merci. À 18h30. tout à l'heure.